Et on a un autre monstre à l'antenne là, tout de suite. C'est le Heavy Metal Cook, Gilles Lartigot, comment tu vas? Salut, salut. Je suis en très grande forme. Je suis un peu fatigué parce que là, je reviens de quelques jours avec le groupe Dagoba, Ouais. qui est en tournée US là, avec Dir Grey. Écoute, c'est un assassinat, quoi. Ils mettent le feu en première partie. J'ai rarement vu ça. Ils étaient à New York, à l'Irving Plaza, qui est une salle mythique. En plus, il y a une trentaine de fans de Dir Grey qui les suivent sur toutes les dates. C'est un public à 80% féminin. Et Dagoba est en train de faire très 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 fort. Très fort. Tu sais comme je suis attaché à ce groupe, mais je suis vraiment objectif parce que j'ai rarement vu un groupe en première partie qui mette autant le feu avec un public autant impliqué. Et puis les gars de Dir Grey les poussent vraiment en avant, ils ont vraiment sympathisé et puis c'est vraiment une belle surprise ici que Dagoba avec cet album arrive à faire cette tournée-là. Donc je suis un petit peu fatigué, voilà. D'accord, donc c'est cool. Donc t'es en train de dire qu'on a un petit peu notre deuxième Gojira qui est en train de naître là. Ouais, exactement. Après, je pense qu'ils n'ont pas forcément le même parcours. Mais moi qui n'avais pas vu Dagoba depuis quelques temps, j'ai trouvé qu'il y avait une assurance et puis que Pierre a pris énormément de présence. Parce que, bon, je lui donne quelques conseils à distance, parce que je ne vis plus en France. Mais un gaillard qui arrive, qui met le pied à terre, qui pèse 91 kilos, qui rentre dans le lard dès le premier morceau, je t'assure que les petites japonaises qui étaient au premier rang, là, elles en ont pris plein la poire, hein. Ok, bah parfait, bah c'est super, ça c'est une bonne nouvelle pour Dagoba. Ouais. Bon. Gilles, donc on interview ce soir donc pour parler de ton livre Hit, chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire aux éditions Winterfields, qui est une boîte d'édition québécoise, j'imagine, Canadienne, ouais. ou canadienne, voilà. Et une édition indépendante, parce que l'indépendance, je vais vous en parler peut-être pendant cette entrevue, c'est quelque chose que je mets en avant, parce que lorsqu'on parle d'alimentation, il y a des lobbies et des conflits d'intérêts qui sont patents. Donc il faut que les auditeurs sachent que je suis entièrement indépendant, que j'ai financé ça tout seul, que mon éditeur est indépendant lui aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les réseaux type la FNAC, etc. Il ne faut pas me demander le livre en librairie. On a pris le parti de l'envoyer directement chez le lecteur avec des frais de port offerts. Tu veux dire enfin, que la plupart des bouquins qui sortent dans des maisons d'édition connues, etc., seraient victimes justement de ces lobbies alimentaires, etc. Connu certainement. Après, il y a énormément d'éditions, aussi d'éditeurs qui sont en librairie. Mais moi, après, là, je reprends un peu mon rôle de producteur que j'avais et que j'ai toujours, mais dans la musique, voilà, lorsqu'un artiste, si tu veux, gagne à peu près 1 € ou 1 $ par disque, moi, ça me convient pas, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je comprends pas, tous ces intermédiaires. Et tout le monde mange, quoi. Qui c'est qui fournit le produit original? C'est l'artiste, c'est lui qui touche quasiment le moins. Faut pas déconner. Donc moi, je suis un auteur, j'ai pas envie qu'un livre, en plus que je vends aujourd'hui 28 $ ou 28 €, on m'a demandé pourquoi le même prix. Bah, c'est vrai, ben, il y a l'expédition quand même, il est fabriqué ici au Québec, donc on paye l'expédition pour la France, c'est des coûts en plus, donc on a gardé le même taux de change, entre guillemets. Mais tout ça pour dire que c'est... j'ai perdu le fil. Pourquoi choisir l'édition indépendante Oui, plutôt que... voilà, donc il y a des petits éditeurs qui sont dans des magasins et chez les libraires. Là, je parle des grosses maisons d'édition. Après, il y a beaucoup de livres d'enquête, il y a beaucoup d'éditeurs indépendants qui sont eux en librairie, mais sur des circuits parallèles, où il y a, j'ai lu beaucoup de livres pendant mes enquêtes, pendant ces 3 années, et qui sont remarquablement faits. Mais tu t'aperçois que c'est pas ce dont parlent les magazines, par exemple, tu vois, les petits animateurs de chez Canal+, là, qui préfèrent inviter Jean-Michel Cohen pour débiter des conneries sur le végétalisme. C'est une émission qu'on m'a envoyée là tout à l'heure, ça m'a rendu fou. Donc ça moi, ça m'insupporte. Donc en fait, il faut chercher, vous trouverez, mais cherchez sur des réseaux parallèles, ne cherchez pas l'information dans les grandes ondes, écoutez plutôt Radio Métal. Moi ici, je sais que c'est pas de censure, donc je vais pouvoir dire ce que je veux, plutôt que de regarder Jean-Pierre Pernaut, quoi. Mais justement, le fait d'avoir fait ce choix, est-ce que t'as pas peur de perdre en promotion en fait quelque part justement finalement, est-ce que ça serait pas
mal pour toi que tu te retrouves justement sur un plateau de télé, etc. et que du coup, à cause d'avoir fait le choix de cette indépendance, bah, du coup, t'as moins de chances de te retrouver dans ce genre de situation, en fait, où tu pourrais toucher beaucoup plus de personnes. Écoute, ça dépend de ton ambition. Moi, mon ambition aujourd'hui, c'était de faire un livre sans aucune pression. Faire un constat qui est quand même assez dramatique et urgent. Il faut dire vraiment aux gens qu'on est en train de s'intoxiquer avec notre bouffe, que tous les cancers sont liés à l'alimentation. Donc il y a une urgence pour faire ce discours. Donc je suis d'accord avec toi, je me ferme, si tu veux, peut-être une audience. Et si c'est le cas, ça veut bien dire ce que je dis dans le livre. C'est-à-dire que notre information elle est manipulée. Ok ? Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Tu vois, au Québec, je commence à avoir des entrées. J'ai commencé comme un premier band qui fournit un premier EP, un premier album. Hein. Je suis allé tourner en région, j'ai fait des conférences, j'ai fait des petites radios. Je commence à être présent sur le web, je commence à être présent sur des sites. C'est vrai qui traitent du végétarisme, par exemple, qui sont plus ouverts à mon discours. J'ai une certaine audience et avec l'audience qu'on m'avait fournie aussi avec Radio Metal, avec Heavy Metal Cook, etc. et les émissions Heavy Metal Food. Je me suis appuyé sur ce réseau, je dirais, de lecteurs et j'ai commencé ma promotion comme ça. Je suis vraiment satisfait à 100% des résultats, même au-delà de mes espérances, parce que j'ai réellement fait démarrer ce livre-là sans aucune promotion. Donc c'est uniquement par le réseau et ça a démarré très très fort. Voilà. Donc c'est possible, voilà, sans vouloir, si tu veux, se vendre entre guillemets ou censurer son discours. C'est encore possible de démarrer comme ça un nouveau livre ou un nouveau disque ou peu importe. Mais... Après, c'est ça aussi toute la force, tout simplement, d'utiliser Internet. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir, entre guillemets, du buzz, etc. Parce que c'est vrai que c'est un livre, comme tu dis, quand tu es indépendant, etc., où il y a des choses importantes et qui mériteraient justement de toucher le plus grand monde. Ouais, mais regarde, écoute, j'ai mis sur mon mur, pour ceux qui sont amis ou amis des amis, sur mon mur Facebook, j'ai mis une émission là, qui est passée à la Canal+. Je l'ai vue tout à l'heure, ça m'a rendu fou. C'est une émission contre le végétalisme, et il y a Jean-Michel Cohen qui dit des contre-vérités, mais des trucs énormes. C'est-à-dire ils ont dégoûté les gens de même s'intéresser au végétalisme. Je te dis ça, je suis pas du tout végétalien. Hein. Est-ce qu'un enfant en bonne santé a le droit d'être végétalien ? Je vais poser la question, c'est assez clair. Donner à manger végétalien pour un enfant, c'est être assuré de lui procurer des carences, qu'il sera totalement impossible de lui donner une quantité suffisante de calcium pour assurer la croissance de ses os, et en même temps impossible de lui donner suffisamment de fer pour assurer la croissance du cerveau. Donc on aura un enfant petit et bête. Je te dis ça parce que je connais des gens qui vivent comme ça, je connais des gens qui élèvent leur enfant comme ça. Voilà, j'en connais un, vous le connaissez aussi, c'est Devin Townsend. Ok, ce gars-là, c'est pas un malade quand même. Ok, c'est un mec, c'est un génie. Voilà, et puis il vit très bien, il mange lui pas de viande depuis qu'il est tout petit. Mais je sais, j'ai posé la question, son enfant il élève dans le végétarisme. Et quand on voit des gens comme ça, comme Cohen qui dit vous pouvez pas trouver le calcium en dehors du lait, putain, mais ça c'est le mensonge de l'industrie laitière quoi. Ne bouffez pas de lait, ne bouffez pas de yaourt, buvez pas de lait. Si vous en buvez trop, le calcium va partir de vos os. Le calcium, tu le trouves dans les végétaux. Il est fixé à 70%. Le calcium qu'on trouve chez les animaux, à 40%, il est fixé. Voilà, tout ça pourquoi ? Pour nous fourguer du lait, pour nous fourguer des yaourts. Pourquoi ? Parce que l'industrie laitière, c'est le premier secteur de l'agroalimentaire. Et l'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français. Mec, c'est 400 000 emplois. Ces mecs-là, ils vont taper sur l'épaule là, du Premier ministre, là, ou de notre fiotte de président, là. Ils vont lui faire passer tout ce qu'ils veulent comme loi, etc. Tous les lobbies, si tu veux, et ça je me suis aperçu dans le livre, ces gens-là, en fait, ont une influence majeure auprès de nos politiques, auprès de la réglementation. Et j'ai travaillé avec un cancérologue très réputé qui s'appelle Pierre-Marie Martin, dans le livre qui me dit clairement, Gilles, les industriels ne sont pas responsables de notre santé. Le problème de la santé humaine ne fait pas partie des obligations des industriels. Personne n'en parle de ça. C'est bourré. Les amis laitiers sont vos meilleurs amis pour la vie. Mais c'est pas ça, j'aime pas les faux culs. Ils s'en branlent de notre santé. Ce qu'ils veulent, c'est faire du pognon.
Et quand on fait du pognon aujourd'hui en élevant des animaux dans des conditions qui sont immorales, inhumaines, tu vois, je me suis rendu dans les élevages industriels, je me suis rendu dans les abattoirs. Et ça, j'ai eu un refus direct. Du jour au lendemain, j'ai plus avaler quoi que ce soit qui provienne d'un animal. Donc, ça parce que je l'ai vu. Mais il y a peu de personnes qui peuvent voir ce que j'ai vu. Donc j'ai essayé de le retranscrire au mieux dans le livre. Bon, la partie du lait et des animaux, c'est une chose, mais il y a tous les produits industriels, tous les additifs. Quand tu vois comme l'aspartame a été mis sur le marché, mais c'est une enculerie la plus totale. Aujourd'hui, l'aspartame est un facteur carcinogène, ça file le cancer, ça augmente les chances d'avoir le cancer. Et tu sais bien aujourd'hui, l'aspartame, t'en trouves de partout. Ça fait gagner tellement de pognon aux industriels que la plupart des études qui nous disent que oh, l'aspartame, on ne sait pas, c'est pas très dangereux, à petite dose, tout ça. Mais c'est que des gens qui sont payés par l'industrie. Parce que l'industrie, en fait, paye des chercheurs pour avoir ces autorisations de mise sur le marché. Et voilà, et mon père m'a toujours dit, ne mords pas la main qui te nourrit. Donc, c'est pour ça que je te parle des lobbies d'intérêt, que je te parle des conflits d'intérêt, des lobbies, de mon indépendance. C'est vraiment très important d'être indépendant pour faire passer des discours où tu dis certaines vérités, et je ne demande pas aux gens de me croire sur parole, mais ils peuvent très bien vérifier par eux-mêmes. Et là, tu trouves une mine d'informations, donc soit chez des éditeurs indépendants, des petites éditions que tu vas trouver sur Internet en vente directe, comme mon livre, ou chez certains libraires, et puis trouver de l'information qui est disponible aussi dans les blogs, les forums, tout ça. Tu as une mine d'informations sur YouTube, tu as des conférences privées. Les gens, en fait, ont plus que cette possibilité de diffuser par le réseau. Donc, il faut aller chercher l'information là-dessus. Si je suis trop long dans mes réponses, vous me coupez, hein, parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vous avertis. Et en tout cas, ça fait de l'effet sur le chat. Bon, il y a un chatter qui nous demande ce que tu penses du fait qu'ils ont fait un plus gros Big Mac. J'imagine que ça va pas te faire plaisir. Ils ont fait un Big Mac encore plus gros maintenant chez McDo. Écoute, je sais plus, moi je suis plus habitué aujourd'hui, ça fait 4 ans que je vis sur le territoire, entre les États-Unis, le Canada, le Québec. Là, je te dis, on était avec Dagoba à New York, ils étaient impressionnés par la taille, mais de tout. Alors ça peut être les buildings, tu vois, ça peut être les voitures, tu vois, mais c'est surtout la bouffe, puis les conditionnements sont énormes, quoi. Ils te vendent des 3 litres, voilà, du jus d'orange, des coca, ou c'est des trucs qui sont vraiment énormes. Et les tailles dans les assiettes sont énormes. Et donc, en fait, le problème, c'est les quantités. Les Américains, en fait, achètent les quantités. Ils n'ont pas cette notion de qualité. Parce que j'ai une chronique dans le livre qui s'appelle « Pas bon, pas cher ». Donc, il faut rechercher aujourd'hui la qualité de nos produits, de ce qu'on mange, ce que nous mangeons, la qualité nutritionnelle, et puis écarter certains aliments toxiques. Et dans un même budget, tu peux manger très sainement, et tu peux manger tout bio également. Ça aussi, c'est un message, tu vois, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parce qu'on nous vend le contraire. Il faut savoir qui nous vend le contraire. C'est moi-même quelque chose que j'ai adapté récemment, parce que c'est un calcul très bête, mais qu'on ne fait pas forcément naturellement. C'est-à-dire qu'on prend l'habitude depuis des années, depuis notre enfance, à avoir un plat viande, légumes ou viande féculent dans son assiette, mais alors que finalement, la viande, est-ce qu'on a besoin vraiment de mettre autant de polluants dans la viande, alors que pour 10 euros le kilo de porc, tu as 3 kilos de légumes frais à côté. Au même, pour 10 euros aussi. C'est un rapport dont on se rend rarement compte. Mais tu disais aussi aux États-Unis le fait que tout est en plus gros conditionnement, c'est la philosophie bigger is better, quoi, ouais. Aux États-Unis. Voilà. Ben, tu l'as su, toi, on était ensemble, c'est l'année passée, on était au concert de Van Halen, c'était quand? C'était en février 2012. Mais tu t'en es rendu compte? Bon, nous c'était plutôt les bières. Bon, les bières, ça va. C'est les plus gros conditionnements, c'est plus sympa. Mais c'est vrai que tu as vu les quantités. Et encore, je trouve que Montréal et le Québec, les États-Unis, c'est encore autre chose. Hein. De toute façon, la bouffe de merde, elle est partie de là. Hein. C'est sur tous les fast-foods, l'invention de l'agriculture intensive, les supermarchés qui vendent tout et n'importe quoi. C'est parti de là. Donc c'est les grosses quantités. C'est assez compliqué d'ailleurs quand j'en discute avec les musiciens sur Heavy Metal Food. Je leur pose la question sur les États-Unis.
tout est mieux parce que tout est plus grand. Comme je te disais, les tourbus ils sont plus grands, les hôtels ils sont plus spacieux, les scènes elles sont plus grosses, etc. Mais en dehors de ça, la qualité de la nourriture, c'est affreux, quoi. Ah, on a un appel. Chouk, ça. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Gilles. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Ouais, tu cours toujours autant? Ah, à fond, ouais, marathon du Mont Blanc, Saint-Élion, des trucs de. Voilà. Ça n'arrête pas. C'est bien. Moi, je voulais témoigner sur le fait que moi, je mange bio. Je mange bio local. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens de manger bio si c'est pas du local. Et pour dire effectivement que le bio, ça coûte vraiment pas plus cher que la nourriture industrielle et que ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Et voilà quoi. Et en plus, le gros avantage du bio local, c'est qu'on sait d'où ça vient, on sait les produits qu'il y a dedans, parce que si les agriculteurs sont sérieux, tout est testé pour vérifier tous les pesticides et compagnie. Et en plus, le bio, c'est bien meilleur, quoi. C'est un bien meilleur goût, quoi. C'est indéniable là-dedans, quoi. Je trouve que tu as raison de parler de bio local, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est dire bio local? C'est quoi? C'est juste d'aller voir des producteurs locaux, en fait. Tout simplement. Après, bio, c'est juste que. Voilà, mais en fait, quand on est dans une démarche comme ça, je trouve que ça. C'est un non-sens d'aller acheter du bio qui vient d'Amérique du Sud et compagnie, quoi. Enfin, c'est dingue d'arriver à acheter des produits comme ça. Enfin, moi je trouve ça. Moi je suis. Je trouve ça fou, quoi. Moi je suis un peu plus modéré que toi, je trouve ça dessus, parce que sinon on ne boufferait pas d'orange ni de banane, tout ça, tu vois. Il y a une chronique qui s'appelle le bio en first class. En fait, j'ai été piégé ici une fois, je ne sais plus où c'était, dans quelle ville, mais c'était au Québec. Donc je prends, c'était un poivron, il me semble, et puis donc bio, etc. Je l'ai ramené à la maison, puis j'ai vu l'étiquette, en fait, il venait de Belgique. Il y en a un autre qui venait d'Israël aussi. Je me suis fait piéger plusieurs fois comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a du bio en fait qui est expédié des pays étrangers. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les normes bio sont toutes différentes. La meilleure, c'est l'allemande. Après, c'est l'Europe. Puis la France, on est bien lotis. Voilà. Au Canada, c'est beaucoup plus souple. Aux États-Unis, c'est encore beaucoup plus souple. C'est-à-dire qu'il y a certaines contraintes que en fait, les produits ne seraient pas bio. Un produit bio aux États-Unis n'est pas bio en France, par exemple. Voilà. Donc, dans tous les cas, moi, ce que je préconise dans le livre, et comment est-ce que je fais aujourd'hui, c'est que je privilégie, comme Schulz, je privilégie le local. C'est-à-dire que je vais, dès que je change là, donc je viens de déménager il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai passé 15 jours à visiter les fermes de la région. Je veux voir comment le gars produit, parler avec lui, parce qu'il y en a certains même qui n'ont pas le label bio. Mais ils sont plus bio que bio, parce qu'ils n'emploient pas du tout de pesticides et d'engrais, etc. Mais ils ne payent pas, parce que le bio, faites gaffe les gars, vous achetez des bio avec des produits transformés et tout, ça ne veut pas dire que c'est bon. Hein. Le bio, c'est une norme que les paysans doivent payer encore. Hein. C'est encore une taxe qu'on leur fout au cul. Hein. Ok ? Donc il faut aller rencontrer les fermes qui sont autour de chez vous, voir comment ceux qui peuvent vous produire. Voilà. Il y a les AMAP que vous avez en France, il y a les marchés qu'on a en France. La France, c'est un putain de beau pays, quoi, les gars. Il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui. Par contre, si on commence à acheter des produits qui viennent de l'étranger, etc., il faut absolument militer contre l'accord transatlantique, là. Ils vont nous envoyer toute leur merde des États-Unis, quoi. Le bœuf, les cochons, tous les produits avec les OGM. C'est une vraie merde, ce truc-là. Et on nous vend ça comme, oui, on va pouvoir nous exporter nos fromages. Et bien sûr, mais toute la merde que tu vas te prendre en contre-coup, tu vas voir. Donc privilégier les achats locaux avec visitant les paysans locaux. Ce que vous ne pouvez pas trouver chez les paysans, à mon avis, l'orange et la banane, ils ne la feront pas pousser. Donc vous allez après dans un réseau ou des coopératives qui s'organisent, qui sont indépendantes et qui vendent ce genre de produits. Et puis après chacun fait ce qui lui plaît, quoi. Si on a envie de manger une mangue, on mange une mangue, quoi. Mais déjà, la base du budget, ça serait vraiment de travailler sur du local et voilà. Alors que les réseaux courts, les AMAP, moi je suis adhérent d'une AMAP, j'ai beaucoup de choses et effectivement, moi je peux aller visiter les producteurs, les agriculteurs sans problème. Les portes sont grandes ouvertes et en plus ils sont sympas et voilà. Et en plus, ça remet un petit peu d'humain dans tout ça, quoi, quelque part. Il faut pouvoir aller directement au contact de l'agriculteur. Moi, j'ai une petite ferme près de chez moi. Bon, j'y vais peut-être pas souvent, mais au moins,
Je sais que Et puis ça fait vivre correctement les agriculteurs qui souffrent de ces grandes surfaces, de ces intermédiaires et de tout ça, quoi. Ouais, là au moins ils ont la satisfaction de voir des consommateurs heureux. c'est très important ce que dit Schultz là. C'est un point que je mets aussi, que j'aborde aussi dans le livre. Et tu fais bien de le soulever. C'est que grâce à nos achats en direct, supprimons les intermédiaires. Supprimons en fait cette merde de supermarché. Il faut l'acheter que les produits vaisselle là-bas, quoi. Et encore, quoi. Mais il faut pas aller acheter en fait de la bouffe au supermarché. Voilà. Parce que en fait, ça a coupé le lien social. Ça a coupé le lien qu'on avait aussi avec les gens qui nous font vivre, notamment les paysans. Parce que le paysan, comme dit Schultz, pour garder sa terre, voilà, il faut qu'il travaille dur, il faut qu'il travaille fort. Et vendre dans une chaîne qui va lui prendre 40% de son travail, ça, je suis aussi contre ça, quoi. Là, c'est un peu comme les artistes, en fin de compte. Exactement. Exactement. On est dans une société comme ça, on a développé une société de service. Hein. Tu sais, le service ne produit rien. Hein. Une société, elle s'est toujours développée avec des gens qui produisent des choses concrètes. Le virtuel, ça restera virtuel. C'est pas dans le monde réel. Moi, le livre, aujourd'hui, on peut l'avoir dans les mains. On m'a demandé une version e-book. Elle ne sera pas en place pour l'instant, parce que je veux que les gens achètent le livre physique, parce qu'il y a après une réalité au niveau de l'aspect physique du bouquin. Tu peux le lire, tu n'as pas besoin d'électricité pour le lire. Voilà, le virtuel, pour moi, c'est autre chose, quoi. Ok. Et justement, parlons un peu plus du livre. C'est vrai que quand on l'ouvre, on regarde les pages, le papier est un peu particulier. C'est du papier recyclé, c'est quoi? Oui, c'est du papier colo, mais en fait, le papier, il faut savoir que dans ma vie passée, j'ai travaillé, mon père était imprimeur, en fait. Donc j'ai un contact et un rapport avec le livre qui est assez fort. J'ai travaillé pas mal de temps dans ce domaine-là. Et avec l'éditeur, donc je lui ai expliqué, je connaissais pas mal les ficelles du métier. Et donc je lui ai apporté certains conseils au niveau du livre. En fait, j'avais une idée précise de comment je voulais que les gens ressentent le livre. Il y a un aspect tactile au niveau du livre, parce qu'il y a une espèce de brillance sur mon couteau, un couteau de chef que je tiens donc sur la couverture. Donc il y a cet aspect mat, et l'aspect rugueux du papier à l'intérieur, je le voulais également, parce que je fais un constat qui est brut. Donc je ne voulais pas de photos couleur par exemple, j'ai voulu garder un traité noir et blanc, j'ai voulu que le livre soit aéré, j'ai voulu faire un livre digeste, parce que... Quand on prend le livre, c'est vrai qu'on le voit, il fait un peu mastoc, mais quand on le prend, il fait léger en fait, quand on l'a, quand on le sous-pèse. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, il laisse côté, comme tu dis, aéré, etc., rien que dans ses propriétés physiques en fait. De même dans le fond en fait, Gilles, c'est-à-dire qu'en lisant le livre, je m'attendais à tomber sur ton grand livre de combat contre la malbouffe, et finalement, je l'ai trouvé vachement plus serein, c'est-à-dire que quand on connaît ta rigueur par rapport au sujet de ton combat, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus offensif. Alors du coup, je me demande, est-ce que c'est pour le prochain, du coup, le brut offensif Pourquoi ça t'a déçu? Ça t'a déçu que j'ai gommé un petit peu l'agressivité que je peux avoir, ou même là en parole, parce qu'il ne faut pas oublier que je fais des conférences pour défendre le livre, où j'ai des discours différents selon mon audience. Voilà. Je vais intervenir bientôt dans des lycées. Donc avec les jeunes, je ne leur tiendrai pas le même discours que j'ai fait par exemple pour la soirée de lancement. Mais de toute façon, c'est forcément un sujet dans lequel il faut avoir un discours un peu pédagogique quand même. Oui, et tu vois, celui qui m'a fait changer, qui m'a fait, je dirais, oui, pas changer d'avis, ou modifier en fait mon attitude, j'ai eu une grande rencontre avec Devin Townsend. Et ce gars-là, vous vous souvenez très bien de l'entrevue, parce que vous la trouviez aussi excellente. C'était la toute première entrevue que j'ai faite avec lui, où il explique, donc c'est là où il fait son coming out en disant qu'il est végétarien. Et je lui disais que moi j'avais quand même un côté un peu militant. Bon, ça m'arrive aussi avec ma compagne d'aller aux manifestations anti-fourrure ou des choses comme ça. Donc j'ai envie de me frotter au public, parce que c'est très riche au niveau des réactions des gens. Et... je lui ai dit s'il était en fait militant, s'il était activiste. Il me dit non, surtout pas. Il me dit moi, le militantisme, c'est un peu comme la religion. C'est dire à l'autre, voilà, toi c'est pas bien parce que moi je fais comme ça, donc toi tu fais différemment, toi tu es dans l'erreur. Je voulais pas, voilà, je voulais pas choquer les gens, c'est pour ça que je fais juste un constat. Et puis il m'a dit une chose intéressante, c'est
une fois que la personne est séduite, une fois qu'elle est intéressée par le discours, elle est amenée voilà, à chercher. C'est-à-dire que j'ouvre une voie. Et j'ai voulu aussi, je dirais, il y a une partie séduction, il y a une partie, je dirais, d'accroche, ne serait-ce que par la couverture qui dénote par rapport à tous les livres qui sont un peu sur le même sujet. Vous voyez, c'est ce côté un peu fauve, le côté brut, voilà. Mais ça ne veut pas dire, et c'est une phrase ça, que m'a dite le chanteur de Necronomicon, qui s'appelle Rob the Witch, qui est un groupe canadien de black metal. Donc le chanteur est végétarien depuis très longues années aussi. Et il m'a dit, ce n'est pas parce que tu affirmes quelque chose avec force que ça fait de toi quelqu'un de violent. Je pense avoir quand même un discours assez, je dirais, assez fort dans le livre, mais je ne suis pas violent dans mes propos. Ok, et justement, ça permet d'enchaîner sur un autre sujet, puisque effectivement tu parles beaucoup d'artistes, etc. Et c'est vrai que de but en blanc, enfin nous on connaît ta manière de penser, etc. Mais c'est vrai que quelqu'un qui justement voit le concept du livre avec ses citations d'artistes, etc., pourrait se dire, bah tiens, c'est un livre sur un petit peu la vie saine enfin, comment avoir une vie saine quand on est un rocker, ou un petit peu l'expérience des rockers sur la route, etc. Alors que c'est finalement un livre beaucoup plus global et qui n'est pas spécialement orienté sur le métal, etc. C'est juste que tu empruntes des citations à des interviews que tu as fait orientées sur la nourriture, etc. Mais ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est un petit peu quelle est la légitimité d'un musicien en fait de parler de nourriture en fait, et de nourriture saine, etc. en fait, par rapport à un nutritionniste, par rapport à un cuistot, j'en sais rien. Par rapport à Jean-Michel Cohen. C'est quand même fou aujourd'hui. Tu t'en rends compte qu'on vit dans une époque, en fait, aujourd'hui, on a besoin de nutritionnistes pour nous dire ce qu'il faut manger. Oh les gars, réveillez-vous. Il faut retrouver notre instinct. On a toujours su ce qu'il fallait manger. Aujourd'hui, il faut aller voir quelqu'un pour nous dire ce qu'il faut manger. Je te dis, allez visiter des élevages industriels, vous verrez le poulet que vous mangez. Voilà. Vous voyez comment ils sont élevés, vous voyez ce qu'ils bouffent. On leur file des antibiotiques à ces bêtes-là. Vous le savez, ça? Ils sont tous aux antibiotiques. Hein. Les porcs, les vaches, les chickens, tous sous antibiotiques. Et ces antibiotiques, on les absorbe nous. Et c'est les mêmes antibiotiques, c'est les mêmes souches que pour nous humains. Tu te rends compte que sur la production totale d'antibiotiques, il y en a 70% qui sont pour les animaux. Et après, on se plaint qu'on a le staphylocoque doré. On se plaint qu'on fait de la résistance aux antibiotiques et on crève de ça. La viande qu'on mange aujourd'hui, elle est toxique. C'est pas le fait de manger de la viande. Nos grands-parents mangeaient de la viande. L'homme est omnivore, il a mangé de la viande, mais pas en quantité comme on en mange aujourd'hui. C'est la folie, tout ce qu'on mange aujourd'hui. Entre ça et le sucre, ça nous tue. Il faut que les gens se rendent compte, et là c'est un cancérologue qui me le dit, et c'est pas un cancérologue anonyme, c'est un professeur émérite, c'est-à-dire qu'il y en a 1 sur 1000 qui a le titre de émérite. C'est quelqu'un qui est à l'origine de la découverte des perturbateurs endocriniens. Ça aussi, belle saloperie. Vous savez ce que sont les perturbateurs endocriniens? C'est des molécules toxiques qui modifient notre système nerveux central, qui nous filent le cancer, quoi. On les trouve dans les plastiques. Le plastique que vous mettez au micro-ondes, vous croyez que c'est safe? Moi, j'ai appris des trucs sur les perturbateurs endocriniens, c'est incroyable, quoi. Ouais. C'est incroyable là-dessus. Et du coup, là, je commençais déjà à faire la chasse chez moi au plastique, mais là, ça part définitivement tout à la poubelle pour tout remplacer par du verre. Ouais. Là, autant je me méfie avant, mais autant à la lecture du bouquin, maintenant, c'est fini, quoi. Ouais, surtout, comme je dis dans le livre, le plastique qu'on chauffe, qu'on met au micro-ondes et tout ça. Mais oui, Voilà, oui. Alors moi, en tant que sportif, du plastique, j'en bouffe à longueur de journée. Et là, il faudra que je trouve une solution. Parce que les poches à eau qu'on a dans le dos et où tu bois pendant des heures un truc qui a le goût du plastoc, déjà, je me posais des questions, mais là, non, c'est clair, Mais c'est sûr que quand tu te rends compte de certaines réalités, c'est un peu plus compliqué, ne serait-ce que pour faire ses achats. Mais oui, il faut prendre plus de temps. Ce que je dis aussi dans le livre, il faut prendre plus de temps parce que tout dépend de la place, la priorité que tu donnes à la bouffe. Si la bouffe est reliée directement à la santé, si ta priorité c'est la santé de ta famille, la santé de tes enfants, il faut que la bouffe devienne ta priorité. Et pour ça, il faut prendre plus de temps pour faire ses achats, pour faire la cuisine, pour acheter intelligent, pour pas trop dépenser. Voilà. On a eu un nouvel invité dans cette conférence. Faut voir qui es-tu. Oui. Alors, moi, en général, je signe le pseudo Megaralph
sur Radio Metal. Donc, je voulais. Déjà, je salue Spaceman, l'animal, et puis je salue Gilles pour son. Surtout pour son combat. Je le remercie pour tout ça, parce que il m'a quand même pas mal motivé ces derniers temps. Dans mon rapport à l'alimentation et puis aussi à la musculation en particulier. En fait, moi j'ai une formation en nutrition dans le cadre de mes études, et juste après, en fait, j'ai découvert le Heavy Metal Cook, et c'est vrai que du coup, j'ai été d'autant plus intéressé par la chose, hein, quoi. Donc c'était pour ça que je voulais le remercier. Et puis je voulais rebondir en fait sur justement cette interview avec Devin Townsend où il parle du militantisme et de son végétarisme. Ça passe là, vous m'entendez Oui, on t'écoute. Non, t'inquiète pas. On t'écoute attentivement. Ouais. D'accord. Alors, justement, cette question du militantisme, moi, en fait, depuis ces cours de nutrition que j'ai eu à la fac, en fait, ça nous a été dispensé par un médecin qui était même pas végétarien lui-même, et c'est lui qui m'a fait, qui m'a fait devenir végétarien sans vraiment le vouloir. Et en fait, juste après, j'ai vu cette interview de Devin Townsend qui parlait de militantisme. Au départ, c'est vrai que quand on devient végétarien, je pense qu'on est toujours un peu tenté d'essayer de répandre ce truc parce qu'on trouve ça formidable. On a l'impression d'avoir moins de culpabilité, etc., etc. Puis en fait, j'ai trouvé que ça a été vachement révélateur ce rapport au finalement ce refus du militantisme, parce que je me suis rendu compte, et ça beaucoup plus tard, que j'ai l'impression que les végétariens que je voyais habituellement comme des gens un petit peu pénibles, pénibles avec ça, tout le temps à vouloir parler de leurs trucs, je me demande si finalement il y a pas mal de une majorité de végétariens qui cherchent plutôt à être discrets pour y vivre heureux, ils vont gâcher, quoi. Je veux dire, moi j'ai l'impression, moins j'en parle et mieux je le vis, quoi. Et je voulais savoir comment Gilles le ressentait, ça. Je suis d'accord avec toi, mais j'aime pas trop, je le dis dans le livre, que je n'emploie pas le terme végétarien, végétalien. D'ailleurs, je suis pas végétarien. Ouais. Je suis un végétarien, consomme des produits laitiers, et les produits laitiers, c'est ce qu'il y a de pire dans la condition animale, et même pour notre santé, parce que c'est vraiment on n'a pas vraiment pas besoin de ces produits-là. Et puis quand on sait comment c'est produit, c'est pour ça que les végétariens, en fait, je les comprends pas trop, quoi, parce que ils mettent souvent, c'est la cause animale. Et moi, souvent, on me parle de la cause animale, et puis du fait de manger de la viande ou pas manger de la viande, s'il faut manger de poisson, pas manger de poisson. Et j'en sais rien, tu vois. Donc je sais aujourd'hui comment sont élevés les animaux. Voilà. Ça, moi, j'ai eu un refus par rapport à ça. Après, les végétaliens, eux, mangent donc pas du tout de produits, même les œufs, etc. Ils mangent pas du tout de miel non plus. Voilà, moi dans le livre il y a un apiculteur, je vois comment le miel est des produits, je vois comment il me parle avec l'amour des abeilles, etc. Et puis je sais les vertus nutritionnelles du miel qui sont énormes. Moi en fait le livre est basé vraiment sur la nourriture toxique. Et la viande fait partie de cette nourriture toxique. Et les sushis, le poisson, les sushi shops. Les mecs, sushi shop, c'est McDonald's. Sushi shop, c'est de la merde. Sushi shop, c'est des poissons qui sont élevés donc en batterie, donc ils bouffent du maïs, du soja, des farines animales, ils bouffent du poulet, ces poissons-là, ils sont pourris, quoi. Ils sont injectés d'orange, de colorant, de saumon qu'on mange sur les petits sushis, là. En plus, le riz, il est shooté avec du glucose, quoi, il y a du sirop de maïs. C'est pour ça que c'est bon, ça goûte bon et tout. J'ai discuté avec les gars de Diren Grey, là, justement, sur les sushis, et ils étaient morts de rire, quoi, parce que les sushis, ici, c'est n'importe quoi. En Europe, c'est pareil. Allez manger du sashimi ou un sushi au Japon, vous verrez la grosse différence. Donc, c'est vrai que ce discours animal au niveau de la consommation, tout ça, est souvent mis en avant. Mais pour revenir donc à ta question, vivons bien, vivons cachés, moi, je peux pas.
Moi, je suis obligé d'en parler, quoi. Je suis obligé d'ouvrir ma gueule, je peux pas. Mais les gens qui me connaissent, dans tous les cas, on va pas m'inviter et puis on va pas me faire une côte de bœuf. Savent très bien. Moi, c'est clair aujourd'hui, la viande, je n'en consomme plus, quoi. Le poulet, je n'en consomme plus. Mais je m'alimente différemment. Le poisson, je peux en consommer si c'est de la pêche qui est locale. C'est-à-dire que. Mais même, tu vois, je respecte plus un chasseur aujourd'hui que quelqu'un qui va acheter de la viande dans un supermarché. Voilà, j'ai dans mon lectorat pas mal de gars qui sont survivalistes, donc il y a pas mal de chasseurs. En plus, sur un territoire aujourd'hui, le Québec, il n'y a que des chasseurs. Bon, j'ai du mal à voilà, ils tuent des grosses bêtes, des orignaux, etc. Ça, c'est. Voilà. Mais je peux pas, moi, tuer un animal. Mon grand-père était chasseur, il n'a pas pu me convertir, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Mais ces gars-là, en fait, ont le contact avec l'animal, ils savent qu'ils vont tuer une bête, mais une bête qui a vécu, je dirais, dans un univers sauvage. Parce que ça aussi, c'est un discours que je peux tenir peut-être à certaines personnes qui se battent pour la condition animale. J'irai après, c'est la jungle, comme je dis. Voilà, c'est pas la jungle alimentaire, c'est la vraie jungle. Et un animal, quand il meurt de manière naturelle dans la nature, c'est jamais très fun. Hein. Donc quelqu'un qui va le tirer au fusil ou qui va pêcher un poisson, voilà, là je vais vous faire la première entrevue d'Heavy Metal Foot là, de la nouvelle saison. De la saison 3, je la ferai avec Dagoba, où Shouter nous explique sa passion pour la chasse sous-marine. Et c'est un chasseur qui est très très conscientisé. Et j'aime entendre ce genre de discours, même si moi je ne consomme pas ou je ne tue pas d'animaux. Donc après, c'est toi qui dois faire un choix par rapport à ta manière de vivre. Est-ce que tu as envie d'en parler? Tu peux en parler de façon, je dirais, modérée et intelligente, parce qu'il y a des gens qui sont un peu réceptifs. Hein. Et pour ça, je pense que mon livre, c'est une excellente entrée en matière, parce que ça fait un constat comme ça qui est froid. Mon lectorat est très très divers, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes, et puis la personne la plus âgée a 72 ans. Donc c'est un lectorat qui est très ouvert. Et souvent aujourd'hui, j'ai des lecteurs qui l'ont offert à leurs parents ou alors qui l'offrent à leur fils. Donc ça peut être aussi une bonne idée de cadeau, tu vois, pour des amis, parce que comme je dis dans le livre, en fait, ce livre doit amener à une conversation avec l'autre. Voilà, je parle aussi dans les choix, les convictions, défendre ses convictions profondes, mais on ne peut pas convaincre l'autre. Il faut juste lui donner certaines informations, lui transmettre, pour qu'il ait, je dirais, les outils, et après pour faire son choix et après réflexion, quoi. Il y a un pas, c'est qu'on a tellement bourré le bout aux gens depuis des années et des décennies sur le fait qu'ils peuvent manger tout ça parce qu'on leur a mis ça à disposition depuis les 30 Glorieuses où ils ont eu une époque d'opulence où on pouvait remplir la table avec tout et n'importe quoi, qu'aujourd'hui ils leur disent que non, il faut enlever ça, ça et ça, ils ne peuvent pas. Il y a une espèce de blocage, comme une éducation, un bourrage de mou. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles ? Je pense que c'est toute une propagande en fait. Et puis moi, ce que j'ai découvert avec les enquêtes pour le livre, ce qui m'a le plus choqué, si tu veux, c'est le fait que je pensais que les agences sanitaires gouvernementales, donc celles qui autorisent la mise sur le marché, donc des produits, nouvelles molécules, des trucs, étaient, nous protéger au niveau de notre santé. Je me suis aperçu que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a des conflits d'intérêts qui sont majeurs, c'est-à-dire que dans les comités de direction, tu as des gens qui sont en lien avec l'industrie. Voilà. Donc en fait, ils font passer les lois, ils font du forcing pour faire passer des produits qui ne sont pas forcément nécessaires et qui mettent en péril notre santé. Et tous les additifs alimentaires, enfin, il y a des horreurs, quoi. Donc c'est en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas protégé. En fait, on n'est pas protégé par le gouvernement, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a des lobbies, en fait, ceux qui les ont mis en place, parce que pour être là, c'est qu'ils sont fait financer les élections, etc., quoi. Donc ils ont des comptes à rendre, comme on dit, hein. Et même les plus grands, même les présidents de la République, ont des comptes à rendre aujourd'hui aux banquiers. Voilà, donc c'était un peu le point qui m'a le plus déstabilisé. Donc on n'a aucune garantie que ce qu'on mange là est bon pour notre santé. Plus après tout ce que j'ai découvert autour de ça. Donc la solution, c'est de revenir en arrière. Mais ça ne veut pas dire manger comme au Moyen-Âge. Et après, une des très bonnes surprises, parce que j'ai fait pas mal de cours avec des cuisiniers de cuisine crue, par exemple, des gens qui mangent sans cuire, en fait, plein d'aliments.
Et c'est des choses qui sont excellentes. J'ai repris plaisir à manger et aujourd'hui, voilà, il y a des recettes aussi dans le livre, c'est que des recettes que j'ai testées, des recettes originales qui sont très simples à faire, qui ne sont pas dispendieuses et ou qui ont beaucoup de goût. Donc, pour répondre à ta question, l'animal, oui, on nous a mis dans cette, je dirais, dans cette spirale de les produits laitiers sont tes amis pour la vie. Voilà. Et c'est un gros mensonge. Voilà. Et puis culpabiliser les gens qui mangent, comme toi par exemple, qui aujourd'hui ne mangent pas de viande, tout ça, tu te fais un peu montrer du doigt. Mais moi je le cherche ça, je te dire, parce que aujourd'hui j'ai cette envie d'en découdre, si tu veux. Il faut savoir quand même, ma femme, on est resté 2 ans dans les bois. Là je sors du bois, j'ai faim, hein. Je t'assure que là, quand je suis invité ou à droite, à gauche, forcément j'en parle. Bon, en plus, j'ai un livre à promouvoir, ça tombe bien. Mais les gens, je t'assure qu'aujourd'hui, je dois peser 200 livres, donc ça fait 98 kilos, je mesure 1m90. Le gars qui me dit, ouais, mais la viande, ça te file de l'énergie et tout, je sais quoi lui répondre, tu vois. Je m'entraîne encore tous les jours à la salle de gym. J'ai jamais été autant en forme, j'ai les cheveux qui ont repoussé, j'ai ma peau qui est en train de se régénérer. C'est incroyable tous les bénéfices qu'on peut avoir en mangeant sainement. Mais après, il faut apprendre, je dirais, faire le tri dans toute cette propagande, tout ça, et puis avoir la force de modifier ses habitudes alimentaires. Voilà, moi quand on me dit la viande c'est bon, oui, pour moi la viande c'était bon. Mais avec ce que je sais aujourd'hui, non, je ne suis plus capable d'en manger. Maintenant, si tu as envie d'en manger, ben, continue. Moi, je ne fais pas de... Il faut être, je dirais, un peu diplomate. Voilà. Il faut être un peu diplomate. Savoir faire passer ses arguments, mais accepter toujours le choix de l'autre. Mais surtout, il faut que les gens sachent d'où viennent leurs aliments, quoi. Et puis la viande, c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Tu vois, le truc des cochons, quand on dit, tu vois, dans le cochon, tout est bon, tu vois, c'est fun, quoi. C'est la France de Louis de Funès, tu vois, l'aile ou la cuisse. Mais franchement, c'est dégueulasse, quoi. Quand tu sais qu'en plus, un cochon, c'est super intelligent, quoi. Un cochon, c'est aussi intelligent qu'un petit de 1 an et demi. Un petit de 1 an et demi, tu le mets dans une glace, en fait, il n'a pas conscience de sa présence. Un cochon, oui. Voilà. Et donc ça c'est vraiment une dégueulasserie, quoi. C'est Paul McCartney qui disait si les abattoirs avaient des vitres, plus personne mangerait de la viande. Voilà. Pour moi, si tu veux, le fait de manger de la viande, c'est pas viril, hein, ça fait pas macho, hein, c'est pas, il faut pas croire, hein. C'est pas parce que dans les films américains ils nous ont vendu leurs cigarettes de merde là, le verre de lait à table et puis les burgers. Oh les gars, les Américains, c'est pas un exemple, hein. Les Français sont des exemples. Oui, ça c'est encore une très bonne chose de notre pays, tu vois. Mais l'Amérique, en fait, c'est le... Les Français sont des exemples. Pardon? Tu penses que les Français sont des exemples? Les Français sont des exemples par leur mode alimentaire. Je respecte l'opinion, mais ça me surprend. Ben, pour moi, si tu veux, les Français, je dirais, dans l'histoire, si tu veux, au niveau, on a la culture de la gastronomie culinaire. Tu sais, ici, c'est la cata, quoi. Il n'y a pas d'histoire au niveau de... Qu'est-ce que tu manges ici? De la poutine, oh mec, tu sais ce que c'est la poutine? Donc regarde, j'avais publié... Justement, tu voulais connaître mon avis là-dessus, justement. On a un Québécois sur le système de conversation de Skype qui posait la question qu'est-ce que tu penses de la poutine? Donc vas-y. Écoute, je sais pas le goût que ça a, parce que j'allais pas manger, tu vois. Non, c'est la poutine, c'est des frites, voilà, avec cette sauce au cheddar, avec... voilà, bon, c'est pas la gastronomie. J'aime beaucoup les Québécois, hein, mais on me dise pas la gastronomie du Québec, quoi. C'est la gastronomie du Québec, il y a de la viande de partout, quoi, il y a du cochon de partout. C'est pas... Puis il y a les marchés. Puis en France, il y a les... je te disais, au niveau de la culture culinaire, tu vois, en France, on a un très gros atout, c'est les marchés. Les marchés paysans. Ça n'existe pas ici, hein. Même au Québec, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Si, c'est peut-être 1 ou 2 fois par année, ça, c'est style une sensation touristique, tu vois. Mais des marchés, il y en a très peu. Il y a des marchés permanents, c'est sûr, à Montréal.
mais c'est comme un supermarché à ciel ouvert, quoi. Mais les vrais marchés tels qu'on connaît en France, il n'y en a pas. Regarde en France tous les plats qu'on a, toutes les spécialités culinaires. Après, c'est vrai que bon, on mange peut-être un peu trop gras, un peu trop sucré, on picole un peu trop, mais ça aussi, si tu veux, c'est venu dangereux dans le temps. Je dirais le vin, par exemple. Voilà, le vin, depuis les années 60, c'est un concentré de pesticides, le vin, les mecs. C'est un concentré de pesticides. On ne vous le dit pas, tous les pesticides qu'il y a dans le vin. Le raisin, c'est le fruit qui reçoit un des plus de pesticides. Donc voilà, le vin que buvaient nos grands-parents, il était bon. Ouais, les polyphénols et tout, c'est super et tout. Il n'y avait pas de pesticides avant. Tu vois? Donc même les cigarettes, c'est plus que c'était que les cigarettes qui étaient au début, c'est plus que c'est aujourd'hui. Donc tous les gras trans en fait qu'on retrouve, le gros problème c'est que à partir des années 60, on a commencé à donner à nos animaux, à nos bovins, du maïs, des tourteaux de soja et tout, voilà. Donc ça, après, ça reçoit beaucoup de pesticides, après il y a eu les OGM, etc. Donc les bovins aujourd'hui ont un taux d'oméga 6 qui est énorme. Les oméga 6, c'est un gras inflammatoire, c'est-à-dire que ça file des inflammations dans notre corps, donc ça nous développe des maladies chroniques, dont les métastases. Et le fait que les bovins, un bovin, ça mange du fourrage, ça mange de l'herbe, ça mange pas des grains. Donc c'est devenu des animaux, c'est des mutants les animaux aujourd'hui. Je t'assure, on bouffe des animaux malades. Il faut que les gens le sachent. Hein. Vous bouffez des animaux malades. Voilà, moi je les ai vus, les cochons qui vomissent, qui tombent du camion, qu'on fait avancer à coups de pile électrique et tout. Puis rien que les cris qu'il y a, oh, c'est une abomination, mais surtout la viande qu'on mange elle est toxique. Donc il ne faut pas prendre l'exemple, là je vois, j'ai les paléos maintenant, le régime paléo, ouais, il faut manger la viande crue et tout, ouais mais mec, c'est pas la viande que mangeaient les hommes préhistoriques qu'on mange aujourd'hui, oh. Il faut voir ça, tous les aliments ont été modifiés, même les œufs, ils sont pourris, ils te filent du cholestérol parce qu'il y a plein d'oméga 6, pourquoi? Parce que les poules, elles bouffent du maïs et du soja OGM. Donc les poules ont plus cette nourriture saine qu'elles avaient avant d'aller poulailler. Aujourd'hui, il y a trop de monde sur Terre qui mange trop de viande et on a fait n'importe quoi. Et ça, je te parle de la viande, je peux te dire la même chose pour le poisson, je peux te dire la même chose pour les légumes, je peux te dire la même chose pour le vin. Donc il ne faut pas prendre l'exemple de ce que mangeaient nos grands-parents. Peut-être nos grands-parents mangeaient de façon peut-être pas très équilibrée par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui, mais ils mangeaient des produits sains. Ok? Aujourd'hui, même si tu fais attention, moi je connais des végétaliens qui ne bouffent pas bio. Ouais, mais donc tu prends des produits qui sont pleins de pesticides. C'est pas très logique. Tu manges du sucre, c'est pas parce que tu es végétalien ou végétarien que tu manges équilibré. Voilà, il y a beaucoup de végétariens qui sont en surpoids, un surcharge pondérale. En plus, ici, on est bien lotis, tu vois, parce qu'ils bouffent trop de sucre. Voilà. Alors, juste un truc. Pendant qu'il y a un petit peu de moment de vacances, j'en profite quand même pour passer certains des messages à Gilles qui sont passés sur le chat, notamment celui de Framboise Érotique qui dit qu'elle veut monter un hôtel à la gloire de Gilles, par exemple. Ok. On a quelques boudins, oui, on a des pseudos qu'on a. Faudrait savoir ce que tu penses des gobelets en plastique au Hellfest, par exemple. Le Hellfest, c'est avant tout la musique. Après, moi, je parle plus de la vie courante. Voilà, le gobelet en plastique, mais je vois déjà les quantités de bière qui sont vendues au Hellfest et tout. On est là pour faire la fête, quoi, tu vois. Je parle de la vie de tous les jours. Voilà. Si déjà, dans la vie de tous les jours, on fait attention. Après, quand on sort, voilà, je te dis, j'étais une semaine avec les Dagobas, c'est sûr que les 3 premiers jours, je fais attention. Après, je fais moins attention. Tu ne peux pas faire autrement. Mais il faut avoir cette hygiène de vie qui est saine. Pour justement après profiter des bons moments. Voilà, il ne faut pas besoin de devenir le Dalai Lama, quoi. On a aussi Prédit qui demande si, selon toi, le bio et les producteurs locaux ont un quelconque avenir face à la mainmise évidente de l'industrie agroalimentaire. Oui, 100 fois oui. Si nous, en tant qu'individus, en tant que consommateurs, on fait le choix de notre mode alimentaire, qui est une vraie forme de résilience. C'est-à-dire la résilience, on reprend l'autonomie sur ce qu'on nous propose, c'est-à-dire qu'on va voir directement nos petits paysans locaux, comme l'a très bien dit, je me souviens plus de ton pseudo, mais qu'on était bien accueillis lorsqu'on allait voir les fermes, les paysans et tout. Bien sûr que vous serez bien accueillis. Allez les voir ces gens-là, vous allez leur donner votre argent en direct.
Vous allez avoir la personne qui produit votre nourriture. Ça, c'est génial. Vous allez pouvoir manger de saison. Parce que tout ce qui arrive dans les supermarchés, je te dirais, c'est à 3-4 jours. Des fois, ça finit, ça a plus de 10 jours, les légumes que tu achètes. Ça, chez ton paysan, ça n'arrivera pas. Tu auras le légume de la veille. OK? Donc, oui, si on prend, nous, les décisions qu'il faut, c'est-à-dire qu'on change notre mode alimentaire, qu'on change nos habitudes et qu'on retrouve le chemin de nos paysans. Alors, on avait aussi Vorday sur le chat qui s'était exclamé vive les AMAP et qui a peut-être autre chose à dire en plus maintenant au bout du fil. Et oui, tout à fait. Bonsoir, messieurs. Salut Vorday. Comment allez-vous? Super. Alors, je vais enchaîner sur sur des sujets qui me sont chers et tu le sais bien, Gilles. C'est la globalité aussi, un petit peu le respect un peu de toutes les. Moi, je suis pas végétaliste, ni végétariste, ni végétarienne d'ailleurs. Moi non plus. Mais tu sais que je porte un grand intérêt sur le respect au niveau global de la biosphère. Bon, je t'avais parlé du problème des abeilles. Oui, écoute, on en avait parlé, et puis tu as vu, enfin, tu verras dans mon livre où j'ai rencontré un apiculteur qui élève des rennes, qui m'a bien expliqué ce problème-là, et c'était marrant parce que quasiment en simultané, on en a parlé ensemble, et toi, tu es au fait de ce sujet aussi. Très instructif d'ailleurs ce passage sur les abeilles. Hein. Ouais, on apprend pas mal. Ouais. La transhumance des abeilles, je l'ai appris. Hein, quoi. Ouais, moi aussi. On loue des ruches quasiment à des cultures et que c'est un petit peu ça aussi une part de la cause de la disparition des abeilles, c'est que les abeilles elles sont malades du fait qu'on les bouge d'un verger à un autre. En 6 mois on les fait butiner que des pruniers, que des je sais pas quoi, voilà. Ouais, exact. Il y a ça, il y a le problème aussi, hélas, des pesticides. Monsanto n'est pas pour rien dans les catastrophiques mortalités des abeilles. Les fongicides aussi, on croirait que les fongicides c'est totalement inerte pour les abeilles, que ça ne les gêne pas. C'est une grosse part des problèmes de mortalité générale. Mais bon, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il n'y a pas que les abeilles. Par exemple, l'effondrement affolant des réserves océaniques. J'en parlais encore avant-hier avec Lionel Davoust, qui avant d'être un auteur est aussi un spécialiste des ressources halieutiques, donc marines, qui me parlait des effondrements totalement affolants des planctons dans les alentours de ces gros amas de déchets plastiques. Et ça va nous bousiller toute la chaîne alimentaire. C'est pas seulement un point de vue les pauvres petits animaux, c'est que ça nous bousille la planète. On va la bousiller. Et là, je dis que la toxicité, elle peut venir aussi de très loin. Et je voulais surtout remercier Gilles d'avoir pris un intérêt à ce que j'ai entendu dire considérable dans ces problèmes, en prenant exemple sur les abeilles bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Et donc ça, je voulais dire que ça me paraît important de dire aussi que l'alimentaire, c'est une part d'un tout un peu plus grand et que ça vaut quelquefois aussi le coup d'avoir un peu de recul. Ouais, tout à fait. En fait, ça n'a jamais été mon truc, tu vois. Je suis pas né écolo. J'ai vécu jusqu'à 40 ans dans la Provence, tu vois, au milieu des oliviers et tout. J'avais pas conscience, en fait, de ce problème écologique. Du fait aussi que j'ai pas de descendance. Donc, voilà, après moi, le déluge. Mais j'ai eu une conscientisation en travaillant avec, justement, par rapport à l'alimentation. Cette conscience, après, globale, me touche, bien sûr. Mais quelque part, si tu veux, ça me décourageait parce que je me dis, putain, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, tu me parles de l'océan plastique et tout, je vois très bien ce dont tu parles. Je dis, bon, mais ça va, moi, j'achète plus de plastique et tout, mais je vois tellement de personnes autour de moi, tellement d'êtres humains, tu vois, ces milliards de personnes. La Terre, c'est sûr qu'on est en train de l'épuiser et tout. En même temps, je me dis que, ce que j'ai découvert aussi dans le livre, je dis que l'alimentation, c'est un point crucial. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir déjà en tant individuel, en tant qu'individu. On réfléchit individuellement pour soi ou pour sa famille, d'accord? Et le fait déjà de préserver les paysans locaux, parce que c'est bien beau ce qui se passe à 7000 km.
Le plus important, les gars, occupez-vous de vos paysans, occupez-vous des gens qui sont à côté de vous. Parce que si jamais il y a un effondrement économique, si jamais ça pète et tout, voilà, c'est pas les Singapour ou même Paris qui va vous fournir à Marseille de la bouffe. Hein. Donc imaginez ça, imaginez un monde où il n'y a plus d'électricité, imaginez un monde où on ne peut plus rouler en voiture. Comment vous allez faire? Déjà, apprenez à faire un petit potager. C'est super facile. Dans le livre, j'explique comment faire des germinations. Tu fais un potager dans ta cuisine, quoi. Tu t'éclates, tu fais pousser les petites germes, tu les manges le matin, tu sais que c'est très bon pour toi. Le vert, c'est la vie, ça plaît aux enfants. Donc, on développe comme ça. Moi, ma femme est très douée en jardinage et tout. On a commencé à faire des potagers. Putain, c'est génial. Tu plantes 2 patates la saison après, tu en as 20. Les courges, c'est énorme, il y a juste de la pluie et tout. Puis nous, on n'a rien mis, pas de pesticides, rien du tout. J'ai mon paysan qui a visité mon potager, il était mort de rire. Il m'a dit, mais tu as planté ça n'importe comment. Oui, mais bon, on a découvert, puis ça a poussé. Donc on a eu des zucchini, on a eu des poireaux, voilà, on a eu plein de choses. Donc il faut se réapproprier la bouffe, se réapproprier le fait qu'on peut faire pousser soi-même déjà sa propre nourriture, une partie dans tous les cas, parce que je ne parle pas d'autosuffisance. Et puis apprendre à faire des choses aussi avec les paysans qui sont à côté de chez nous. Voilà, essayez, tu vois, la solution de proximité, parce qu'après, c'est un problème mondial, tu vois, et le problème mondial, en tant qu'individu, voilà. Alors, je vais te rassurer tout de suite, le truc que tu peux faire pour l'océan plastique, c'est le 2/3 de ce plastique, c'est des emballages alimentaires industriels. Oui, mais j'en consomme pas, moi. Et bien justement, tu améliores la situation, non? Oui, c'est ce que je te dis, c'est que tu l'améliores, toi en tant qu'individu, c'est sûr qu'après ça va faire boule de neige, c'est certain. Mais si tu veux le fond de ma pensée, moi je suis très pessimiste. Hein. Je suis extrêmement pessimiste sur l'avenir de notre société, sur l'avenir de cette civilisation basée sur l'argent, sur l'avenir de la surpopulation. Regardez les chiffres, la surpopulation, ça fait peur. La surpopulation, ça fait peur. Et puis, cette planète, comme tu le dis très bien, Mordaï, qui est en train de se gangréner, quoi. On vide les océans. Moi, tu sais que je soutiens le capitaine Watson. Voilà. Et puis, toi aussi, je sais. Donc, plein de gens le soutiennent. Il fait un truc de malade, ce gars-là, quoi. Ça, c'est génial. Tu vois, il a commencé, c'est lui qui a créé Greenpeace. Voilà, Greenpeace, après, c'était... Tous ces gens, tu sais, ils sont considérés comme des terroristes. Hein. Moi, je soutiens l'ALF, c'est l'Animal Liberation Front. L'ALF est considérée comme une organisation terroriste. Pourquoi? On fait du mal à qui? On fait du mal aux industriels, on empêche les gens de gagner de l'argent, on empêche les gens d'exploiter nos animaux sans rien qu'ils disent. Et moi je voudrais faire mon avis, c'est le côté individuel, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont pas comme une chose, c'est que souvent on râle, on dit oui, c'est le gouvernement, il change pas les choses. Les industriels, c'est eux le problème, c'est bon, etc. Au final, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est des individus d'abord, c'est des consommateurs, c'est des gens qui n'ont pas forcément les comportements adéquats pour eux-mêmes, et que si les choses doivent changer, c'est pas en tapant sur des grosses structures, des gouvernements, industries, etc. C'est d'abord en changeant soi son comportement et en changeant les mentalités des gens. Parce que si tu ne consommes plus des produits industriels, etc., pourquoi Monsanto existe? Tout simplement parce qu'il y a une demande forte dans le monde entier. Il y a de plus en plus de bouches à nourrir, de plus en plus de gens qui veulent manger à bas coût, etc. Et c'est pour ça qu'elle existe, tout simplement. C'est nous, les individus, la base du problème, en fait. Oui, en fait, non, c'est pas en fait nous qui avons choisi. En fait, je discutais de ce point-là avec Shuriken. C'est qu'on mange ce qu'on nous propose. C'est vrai qu'on nous propose certaines choses, mais on nous a aussi, c'était pour répondre à la question de l'animal aussi, c'est toute cette propagande. La fausse propagande, pourquoi aujourd'hui on boit autant de lait, on mange autant de produits laitiers. C'est toute cette fausse propagande qui nous pousse, si tu veux, à acheter et à consommer. Voilà. Mais dès qu'on réfléchit, et c'est vraiment l'objectif du livre, c'est l'objectif principal du livre, c'est faire prendre conscience aux gens qu'on est en train de s'empoisonner, qu'on peut faire autrement, qu'on peut en réchapper. Pourquoi? Parce que c'est ma propre expérience. Moi, il y a 5 ans, je mangeais des hamburgers depuis mon adolescence. Bon, je ne mange pas beaucoup à la fin, mais quand j'étais ado, j'ai grandi à une époque où les fast-foods n'existaient pas. Dès qu'ils sont arrivés, j'avais 17 ans. Pour moi, c'était le paradis, quoi. Les premiers Coca zéro, plus je faisais du sport, ouais, zéro, pas de sucre et tout, c'est super. Donc, je me suis gavé d'aspartame pendant 20 ans. Donc, c'est après qu'on mange ce qu'on te propose. Mais quand tu as cette prise de conscience,
Ça fait 3 ans que je fais un cheminement et j'ai pas fini mon cheminement, mais je sais que j'ai embrayé déjà une grande voie. Et quand j'ai un spécialiste, cancérologue qui me dit, Gilles, une alimentation adéquate peut ralentir ou accélérer un cancer sur 2. Un cancer sur 2, les gars, ok? Quel que soit votre âge, vous avez l'alimentation peut accélérer, vous avez bien entendu, ou ralentir un cancer sur 2. Une alimentation adéquate, c'est quoi? Avec le livre et puis d'autres informations, vous pouvez savoir ce qu'est une information adéquate. C'est éliminer, virer tous les produits toxiques, tous les produits qu'on n'a pas besoin. Ça, tu te protèges, déjà. Quel est le médecin aujourd'hui, quand tu vas chez un médecin? Est-ce qu'il te demande ce que tu manges? Ok? Monsieur Spaceman, c'est quoi votre mode alimentaire, là? Parce que là, vous avez des sinusites à répétition, là. Vous avez de l'asthme et tout. On vous a dit que le lait, peut-être, ça pouvait... on t'en a parlé de ça? Mais Gilles, tu parles de propagande, etc., on est bien d'accord. Mais sauf que tu prends n'importe quelle personne dans la rue, tu lui parles des agriculteurs, des produits provenant de l'agriculture locale, etc., des marchés, etc. Tout le monde va te dire, ah bah oui, c'est vachement mieux, c'est vachement plus sain, etc. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que la nourriture bio, c'est meilleur, que l'agriculture locale, c'est meilleur, etc. Donc, quelque part, il y a quand même cette responsabilité de l'individu. Pourquoi justement la propagande marche? C'est parce que quelque part il y a une fainéantise aussi de chacun. C'est ça aussi. Je pense que la propagande est là aussi pour bêtiser les gens, pour les empêcher de réfléchir. Voilà. Le principal problème, c'est qu'on n'a plus de temps. Comme je dis dans le livre, on nous a volé un bien précieux. Ce bien précieux, c'est le temps. Voilà. On passe du temps pour aller au travail. On travaille, ok. On rentre chez soi, on est fatigué, on va allumer la télé, cette putain de télévision, c'est une gangrène la télévision. Éteignez votre poste de télévision, regardez plus la télé. On a des écrans aujourd'hui, on est connecté direct sur Internet, on peut choisir des documentaires, on peut faire une consommation intelligente, mais il faut arrêter d'être happé par des choses inutiles. Donc on n'a plus le temps de réfléchir. Et quand on réfléchit plus, quand on prend pour argent comptant quelqu'un qui me dit, moi mes sources d'information, elles proviennent de la télévision, elles proviennent des médias, il a tout faux, le gars. C'est que de la propagande, pour tout. Je te parle pour la nourriture, c'est pas de la politique, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe de partout, c'est que de la propagande. Il faut arrêter tout ça. Déjà, ayez de bonnes sources d'information. Et quand on commence à réfléchir, après, il faut passer aux actes. Donc là, pour passer aux actes, il faut avoir un peu des couilles aussi, tu vois. On essaye de trouver des bonnes conclusions, Gilles, parce qu'on est à un quart d'heure de la fin de l'émission et que ça a été vraiment une conversation, c'était même plus une interview. C'est une conversation partagée avec les auditeurs et les chatteurs et ceux qui ont appelé, très dense comme conversation. Et donc, en tout cas, je vais te dire, Gilles, en tout cas, ton livre, en tout cas, c'est comme tu l'avais dit déjà dans la forme, tu avais voulu qu'il ait l'air épais, mais à la fois qu'il soit quand même léger, et que dans la mise en forme aussi, ce soit pas trop lourd. Et c'est pareil dans le fond, en fait. C'est-à-dire que on s'attaque à un problème lourd, mais tu ne tabasses pas d'arguments non plus. C'est-à-dire que tu partages ton expérience, tu partages ta prise de conscience, tu partages tout ce que tu as appris, tu partages tes habitudes que tu estimes saines, et certainement qu'elles sont saines, en tout cas beaucoup plus que la plupart d'entre nous. Et après, il est simplement à nous, justement, de s'en inspirer, de voir si on veut vraiment changer quelque chose dans nos habitudes. Tu forces personne, en fait, justement, c'est comme tu avais dit à propos de ton interview avec David Townsend, c'est-à-dire que tu as mis de côté le militantisme et tu as simplement partagé ton expérience. Oui. Et après, à chacun d'en prendre conscience à son tour. En fait, tu transmets la prise de conscience. Oui, je transmets l'information, je transmets ma propre expérience, comme tu le dis. C'est vrai que j'ai cherché aussi à faire un livre original, à faire un livre digeste, à faire un livre qui peut se lire aussi dans un ordre non chronologique. Tu as vu, les chroniques sont courtes. J'ai gardé de nombreux clins d'œil musicaux, je pense qu'ils ne vous ont pas échappé, parce que la musique, ça fait partie de ma vie. La musique, voilà, c'est quelque chose qui transpire dans le livre. Et c'est toi, Spaceman, qui me disait quelle légitimité ont les gars, des musiciens. Ils disent pas des choses toutes très saines, mais ne serait-ce que Ryan Roxy, le guitariste d'Alice Cooper, qui me dit, tu sais,
il faut croire en ses rêves, quoi. Il faut essayer de vivre ses rêves, ne pas rêver sa vie, vivre ses rêves. Parce que moi, quand j'avais 6 ans, je rêvais d'être rockstar, je rêvais d'être un grand guitariste ou d'être guitariste sur une belle scène et tout. Et regarde, là ce soir, je suis avec Alice Cooper, quoi. Et j'ai le même âge que toi, et puis voilà, donc je vis mes rêves. Moi aujourd'hui, je vis mes rêves aussi, parce que je ne m'imaginais pas un jour écrire un livre. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais je suis issu un peu de ce milieu-là, puisque c'est un véritable hommage à mon père. Transmettre quelque chose sur un support physique, sur un support attractif, rentrer dedans, mais tout en douceur. Tu vois, c'est une petite germe, une petite graine qui ne demande qu'à germer. Et puis, tu me disais l'animal au niveau du deuxième livre, ben je t'annonce qu'il est en route et que la forme sera aussi surprenante que le premier. Et puis, je vous annonce aussi qu'il y aura une version anglaise qui va sortir du livre en début d'année. Parce que j'ai beaucoup de contacts et là aussi, ça vient des musiciens que j'ai rencontrés avec Heavy Metal Food, puisqu'ils sont la plupart anglophones. Donc voilà, il y aura cette version anglaise du livre qui sortira aussi en début d'année. Et puis je vous annonce aussi autre chose, c'est que je serai en France début février et que je suis en train d'organiser certaines dates pour faire des conférences et que je compte bien passer à Lyon. Donc ce jour-là, il ne faudrait pas que vous ayez piscine ou chorale, ok? Donc je vous donnerai la date et puis on annoncera ça ensemble sur Radio Metal. Parce que j'ai vraiment envie de rencontrer les gens, les conférences sont sous forme interactive, puisque je parle à peu près pendant 1 heure, 1 heure et demie, et puis il y a des questions-réponses à la fin. J'adapte en fait mon discours par rapport aussi à mon audience. Et donc j'ai très envie aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai appris, de partager cette information pour que les gens puissent faire leur choix avec une information qui va être en tout cas indépendante. Voilà. Une chose, tu apportes tes livres avec toi, tu apportes quelques exemplaires de tes livres en conférence. Ben écoute, il y a comme je vous l'ai dit, le livre a été imprimé ici au Québec, il y a un container qui est parti pour la France, parce que les expéditions se font de la France. Et ben oui, moi aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, ma seule source de revenus, c'est le livre. Hein. Je remercie tous les gens qui achètent mon livre parce que je leur dis, ben, ils garantissent mon indépendance et puis ils contribuent, en fait, ils rémunèrent mon travail. Voilà, j'ai pas honte de dire ça. Donc le livre est ma seule source de revenus, donc il est commandable en ligne et puis je me déplace avec. Donc bon, pas tout le temps, hein, on va pas m'arrêter dans la rue, j'ai pas mon livre dans le sac à dos, quoi. Mais dans les conférences, oui, les ventes se font aussi sur place. Je voulais savoir une chose, revenir sur l'histoire justement des musiciens, etc. Tu parlais à un moment donné que justement, pour revenir un petit peu à écouter nos instincts, etc. Est-ce que justement les musiciens symbolisent pas un petit peu cet instinct, quelque part? Écoute, bon, moi je m'éclate toujours à faire les entrevues Heavy Metal Food. La dernière que j'ai faite, c'est avec Vincent de Cavanagh, qui a évolué depuis notre première conversation au Hellfest, pour qui j'ai fait un running végétarien sur toute la tournée US. Et c'est des gens qui disent des choses incroyables, quoi. Vous le voyez dans le livre, hein, que ce soit Shuriken qui parle de l'éducation de ses enfants, que ce soit Billy Sheehan qui milite contre les fast-food, voilà, que ce soit même un gars comme John Garcia de Caius. John Garcia, il m'a dit, moi, mon plat préféré, c'est les côtes levées. Vous savez, les côtes levées, c'est les côtes de porc. Bon, c'est sûr, je ne vais pas garder ce passage pour le livre. Have you got a favorite dish? I'm a huge fan of pork. So, especially pork shoulder. Et il me dit aussi, avant, bon, je ne prenais pas plaisir à manger, j'avais pas le temps, etc. Là, ben, j'apprécie les moments, je prends plus de temps à manger, j'apprécie ce que je mange. J'ai un gars comme Steve Hogarth de Marion qui me dit ben, cuisiner pour quelqu'un, c'est un peu une façon de lui dire je t'aime. Donc il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui viennent de gens qui n'ont pas forcément, voilà, qui ne sont pas des nutritionnistes, qui font pas, moi je crois pas à ça, hein. Je crois que... Un parasite qui a invité. Désolé Gilles. C'est pas grave.
Donc je disais, ouais, la légitimité en fait des musiciens, d'ailleurs il n'y a aucune légitimité, moi je te dis j'ai mis ce que j'ai voulu dans le livre, donc j'ai pas eu de censure, mais je te parlais par exemple l'exemple de Steve Hogarth de Marion qui me dit, il est en train de goûter un cake au pain d'épices que je lui avais préparé, puis il avait l'air d'apprécier ça, tu vois, et puis moi en même temps j'ai dit, tu sais, moi j'ai grandi un peu avec ta musique et tout, je suis quand même vraiment, j'apprécie beaucoup Marion, etc. Et puis là il me dit, cuisiner pour quelqu'un c'est une façon de lui dire je t'aime. Donc il y a des phrases aussi qui sont très intéressantes, qui proviennent de ces entrevues, et chacun a son mot à dire, qu'on n'a pas besoin de faire des études ou d'être nutritionniste pour savoir ce qu'est bien manger, quoi. Il faut retrouver notre instinct. L'instinct, il nous venait par la transmission, il nous venait par qui? Par nos grands-parents ou par nos parents, mais l'instinct s'est perdu petit à petit, petit à petit. Et peut-être des gens de ma génération, de la vôtre, on en a beaucoup moins que ceux qu'avaient nos grands-parents. Donc l'objectif du livre, c'est aussi transmettre ça, transmettre certaines informations qui paraissent logiques, tu vois, et je dirais amener la réflexion, voilà, sur ce qu'on mange. Parce qu'on est ce qu'on mange. Et ça, il y a plusieurs personnes qui me le prouvent dans le livre. Le corps fonctionne en vase clos, hein. On vit parce qu'on respire de l'air, on vit parce qu'on boit de l'eau, et on vit avec les aliments que nous mangeons. Et si on est malade, si on a des maladies qui se développent, c'est à cause de ça. Eh bien parfait. On se remercie. C'est une bonne conclusion finalement. Elle est pas forcément hyper optimiste, quoi. Framboise érotique sur le chat qui dit c'est beau ce qu'il dit ce Gilles. Non, elle n'est pas optimiste, mais bon, je suis pas un garçon optimiste par nature. Mais je crois vraiment que tu vois, lorsque je reviendrai en France, parce que je ne vais pas passer ma vie ici, j'aimerais vraiment vous apporter le message que en France, on a vraiment un beau pays. Il ne faut pas se laisser prendre par toute cette propagande, je dirais, télévisuelle. On a un gouvernement de merde, mais c'est pas le premier, hein. Depuis De Gaulle, il n'y a plus personne. Il faut reprendre les rênes de ça, il faut nettoyer le pays, il faut qu'on reprenne, si vous voulez, la France, il faut vraiment qu'on soit patriote, il faut qu'on soit fier de ça, fier de notre histoire, de nos ancêtres et tout, parce que je m'aperçois ici qu'aux États-Unis, c'est le pays d'Hollywood, c'est le cinéma, les États-Unis, ils n'ont pas d'histoire. Okay. Nous, on a une histoire. Alors, on se fait prendre par cette morosité ambiante, que je comprends parce que je l'ai vécu avant de partir. Mais le message que je voudrais vous donner aussi avant de vous quitter, c'est que soyez fiers de votre pays, soyez fiers d'être français, parce qu'on a de très bonnes traditions et il faut les préserver. Il ne faut pas perdre notre identité. Pour clôturer l'émission, est-ce que tu suggérais un morceau de musique? Écoute, ce que j'ai beaucoup écouté récemment, et l'album qui a terminé le livre, parce que le livre en fait je l'ai écrit beaucoup en écoutant de la musique, donc ça a commencé par des musiques assez extrêmes, mais ça s'est fini par de la musique progressive et tout, parce que le livre finit avec de la lumière, il faut aussi le souligner, c'est pas uniquement un livre noir, il finit avec de la lumière, et pour moi la lumière c'est un groupe comme Anathema, et le morceau c'est The Untouchable, c'est le premier morceau du dernier album, ou le deuxième titre du dernier album. Il est en partie d'ailleurs. Ben, prends la deuxième partie, elle est très belle. Ok, et bien parfait, on va clôturer là-dessus, Untouchable Partout. Et donc merci à toi Gilles. Merci à vous les gars. Merci pour leur participation. Merci à vous.